On a tous en tête l'image classique de l'enseignement, n'est-ce pas? Un professeur qui parle, des élèves qui écoutent. On pense que c'est simple. Mais si cette image, au fond, était complètement à côté de la plaque? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va essayer de voir ce qui se cache vraiment derrière ces deux mots qu'on croit si bien connaître. Enseigner et apprendre. Alors, pour commencer, il y a cette phrase choc. Enseigner, ce n'est pas raconter. Ça bouscule déjà pas mal d'idées reçues. Si enseigner, ce n'est pas juste, raconter, parler, transmettre un message, alors c'est quoi au juste? C'est vraiment la question centrale. Si ce n'est pas une simple transmission d'un point A à un point B, quelle est la vraie nature de l'enseignement? C'est tout l'enjeu de notre discussion. Bon, alors, allons-y. Première étape, il faut qu'on déconstruise cette vieille idée de la transmission pure et simple. Et pour ça, rien de tel que de mettre face à face deux manières de voir les choses. Et là, le changement de perspective est radical. D'un côté, on a la vision classique. Le savoir, c'est comme un liquide qu'on déverse d'un récipient plein vers un récipient vide. Et de l'autre, une vision beaucoup plus dynamique. L'enseignant n'est plus une simple fontaine à savoir, il devient un architecte. Son boulot, ce n'est plus de remplir des textes, mais de créer les conditions, l'environnement, pour que l'apprentissage puisse avoir lieu. Pour bien saisir cette idée, il y a une analogie qui est juste parfaite. Imaginez un vendeur. Il peut vanter son produit pendant des heures avec le meilleur discours du monde, mais si à la fin personne n'achète, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une vente? Non. Eh bien pour l'enseignement, c'est pareil. Un prof peut faire le plus brillant des monologues, mais si personne dans la salle n'apprend quoi que ce soit, est-ce qu'il y a vraiment eu enseignement? La réponse c'est non. Les deux sont inséparables. Ok, maintenant qu'on a un peu bousculé l'idée d'enseigner, il faut logiquement s'attaquer à son jumeau, l'apprentissage. Au fond, comment est-ce qu'on apprend vraiment? Là-dessus, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, les behavioristes. Pour eux, l'esprit humain, c'est une boîte noire. Ce qui se passe dedans, on ne sait pas, et à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le stimulus et la réponse. On donne une bonne note, l'élève étudie plus. Point. De l'autre côté, il y a les cognitivistes, comme Piaget, qui disent « Attendez une minute, il faut absolument ouvrir cette boîte noire ». Pour eux, on ne fait pas que réagir, on construit le savoir activement, on assemble les pièces du puzzle nous-mêmes en interagissant avec le monde. Cette définition résume tout ça assez bien. Et le mot le plus important ici, c'est adaptative. Apprendre, ce n'est pas juste accumuler des faits pour un quiz. Le but ultime, c'est l'action. C'est d'être capable d'agir plus efficacement dans notre environnement pour, au final, améliorer notre qualité de vie. En gros, on apprend pour mieux vivre, pas juste pour savoir. Donc si les enseignants sont des gestionnaires de situations d'apprentissage, ça veut dire que, comme n'importe quel manager, ils ont des styles différents. On va voir ensemble les 4 grands profils. Pour y voir clair, on utilise cette grille. C'est simple, elle se base sur 2 axes. D'abord l'axe vertical, est-ce que l'enseignant s'intéresse avant tout à l'humain, aux apprenants, et l'axe horizontal, est-ce que sa priorité, c'est le contenu, la matière? En croisant ces 2 questions, on obtient 4 styles bien distincts. Alors, premier cas de figure, le style transmissif. Là, c'est clair, la priorité absolue, c'est le contenu. C'est l'expert, le savant qui est là pour délivrer son savoir. L'humain passe un peu au second plan. À l'exact opposé, on a le style associatif. Ici, tout est centré sur les apprenants, leur bien-être, leurs relations, leur épanouissement. La matière enseignée peut même devenir une sorte de prétexte pour créer du lien. Puis il y a le style incitatif. Lui, il cherche l'équilibre parfait. Il est aussi exigeant sur le contenu que sur la dynamique du groupe. Son objectif, c'est de motiver, de rendre les gens acteurs de leur propre apprentissage. Et enfin, le 4e style, le permissif. C'est un profil beaucoup plus en retrait, qui montre assez peu d'intérêt, que ce soit pour la matière ou pour les apprenants. C'est le style le plus, disons, passif des 4. Allez, on a pas mal parlé des enseignants et passons maintenant de l'autre côté du miroir. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des styles d'enseignement, il y a aussi des styles d'apprentissage. Comment est-ce que chacun aborde un nouveau problème? Attention, la définition est importante. Un style d'apprentissage, ce n'est pas une question d'intelligence. Pas du tout. C'est juste une préférence, une habitude, une tendance naturelle. On pourrait dire que c'est un peu notre réglage par défaut pour faire face à la nouveauté. D'ailleurs, les recherches montrent qu'environ 75% des gens ont un style dominant. Alors bien sûr, on navigue tous un peu entre les différents styles, mais il y en a souvent un qui nous est plus naturel. En écoutant ce qui suit, on peut essayer de voir lequel nous parle le plus. Le premier profil, c'est l'intuitif réflexif. C'est la personne qui adore observer, qui pose 1000 questions, qui veut envisager toutes les options avant de bouger. Sa grande force, c'est d'avoir une vision d'ensemble incroyable. Le risque, évidemment, c'est de se noyer dans la réflexion et de ne jamais passer à l'action. Ensuite, on a le méthodique réflexif. Lui, c'est le théoricien dans toute sa splendeur.
Il aime la logique, la structure, il est très fort pour bâtir des modèles abstraits et cohérents. Son petit défaut, parfois il construit de magnifiques châteaux en Espagne, des théories parfaites sur le papier mais complètement déconnectées de la réalité. On passe à l'intuitif pragmatique. C'est le profil learning by doing, celui qui a besoin de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre. Guidé par son flair, il se lance dans l'action, il expérimente. C'est une force énorme, mais le danger, c'est de foncer tête baissée et de s'éparpiller dans toutes les directions. Et pour finir, le méthodique pragmatique. Son obsession à lui, c'est l'application concrète. Comment on passe de l'idée à la réalité de la façon la plus efficace possible. C'est un excellent profil pour résoudre des problèmes. Le piège, pour lui, c'est de se précipiter pour trouver une solution brillante, mais parfois au mauvais problème. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces profils, aussi bien du côté enseignant qu'apprenant, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message essentiel, il est là. Il n'y a pas un bon style et des mauvais. Chaque approche a sa force. Tout dépend du contexte. Une équipe avec que des théoriciens va créer des modèles incroyables, mais qui ne verront jamais le jour. Une équipe avec que des pragmatiques va agir très vite, mais peut-être dans la mauvaise direction. La vraie magie, la vraie performance, elle vient du mélange, de la complémentarité de ces styles. Et ça laisse à réfléchir. En réalisant qu'il y a des manières de penser et d'apprendre si différentes de la sienne, comment est-ce que ça peut changer notre façon de collaborer, de discuter ou simplement de relever notre prochain défi? La question reste ouverte.